Là-bas c'est la qualité. Là-bas c'est bon. Là-bas c'est doux. Là-bas c'est frais. Là-bas c'est bon. Là-bas j'adore. Là-bas c'est frais. Là-bas c'est bon. Là-bas c'est doux. Là-bas c'est frais. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et... Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célébrera demain 24 mars la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le thème retenu par l'OMS est atteindre 3 millions de tuberculeux non diagnostiqués, les traiter et les guérir tous. À cette occasion, le ministre de la Santé publique est revenu sur les efforts enregistrés au Niger. Et puis le salon de coiffure Firdaus Fashion organise la première édition Miss Dosso. Objectif, magnifier la beauté sahélienne. Le développement de ces titres dans un instant. Voilà pour le sommaire, monsieur, dame, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Je vous le disais, le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célébrera demain 24 mars la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. À cette occasion, le ministre de la Santé publique s'est exprimé. Il est revenu sur les efforts enregistrés par le Niger dans le domaine de la lutte contre cette maladie. Mano Agali, ministre de la Santé publique, que je vous invite à suivre. Le 24 mars de chaque année, le Niger se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Cette célébration a pour but de sensibiliser la population sur la tuberculose d'une part et d'autre part l'informer des efforts entrepris afin de réduire la morbidité et la mortalité liées à cette maladie. Pour cette année, le thème retenu par l'OMS est atteindre 3 millions de tuberculeux non diagnostiqués, les traiter et les guérir tous. Mesdames, Messieurs, en effet, la situation épidémiologique mondiale est caractérisée par 8,7 millions de nouveaux cas de tuberculose en 2011, dont 1,4 million de décès. Plus de 95% des décès dus à la tuberculose surviennent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Le développement des résistances multiples, dû entre autres à une insuffisance du suivi du traitement, pose un problème croissant qui préoccupe de nombreux pays. Au Niger, la tuberculose constitue un problème de santé publique prioritaire. Sa prise en charge fait partie intégrante du paquet minimum d'activité des services de santé. Le nombre de cas augmente chaque année. Le taux de dépistage est passé de 42% en 2004 à 62% en 2012. En 2011, l'ensemble des cas enregistrés s'élève à 10 714 cas, dont 6 600 cas nouveaux avec frottis positif. En 2012, les services de santé ont dénombré 11 207 cas, toutes formes confondues, dont 6 848 nouveaux cas à frottis positif. Quant à l'année 2013, le total des cas dépistés est de 11 464, dont 7 178 nouveaux cas à frottis positif. En ce qui concerne les résultats des traitements, le taux de succès thérapeutique est passé de 60% en 2004 à 80% en 2011. Le taux de décès dû à la tuberculose est de 4,5% en 2011. Le taux de perdu de vie a été réduit de 26% en 2004 à 8% en 2011. Le nombre de centres de dépistage et de traitement CDT est passé de 60 en 2004 à 186 en 2013. Avec l'émergence du VIH-Sida,
le nombre de cas de tuberculose augmente de manière significative. C'est pourquoi le dépistage systématique de ces deux maladies est réalisé. En 2011, 334 cas de tuberculose ont été dépistés VIH positif contre 431 en 2012. Mesdames, Messieurs, la tuberculose fait perdre en moyenne 3 à 4 mois de travail à un adulte, soit une perte de 20 à 30% du revenu annuel du ménage et en cas de décès, 15 années de revenu. Il est établi qu'un cas de tuberculose pulmonaire frotis positif non dépisté contamine 10 à 15 personnes en une année. Par ailleurs, la non-observance au traitement peut entraîner une résistance qui pourra annihiler les efforts de lutte contre la tuberculose. Les progrès quant à la réduction du nombre de cas et de décès dus à la tuberculose ont été impressionnants ces dernières années. La mortalité due à la tuberculose a diminué de plus de 40% dans le monde depuis 1990. De nouveaux moyens tels que les outils de diagnostic rapide aident à transformer l'action contre la maladie. Cependant, la charge mondiale de la tuberculose reste considérable et les défis importants subsistent. Mesdames, Messieurs, vous conviendrez aisément avec moi que la lutte contre ce fléau nécessite la mobilisation de tous. C'est pourquoi le thème retenu pour la journée de cette année, qui est atteindre 3 millions de tuberculés non diagnostiqués, les traiter et les guérir tous, cadre parfaitement avec les préoccupations de l'heure. Au Niger, grâce à l'engagement des plus hautes autorités de la 7e République, avec à leur tête son Excellence El-Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, qui ont fait de la lutte contre la maladie une de leurs priorités, des efforts ont été enregistrés dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, dont entre autres la construction et l'équipement des laboratoires nationaux de référence qui permet de dépister les cas de tuberculose résistante, la construction d'un service pour le traitement de ces cas résistants, l'achat des médicaments, des réactifs et consommables de laboratoires sur fonds propres de l'État, la signature entre le Niger et le Fonds mondial d'une subvention d'un montant de plus de 10 millions d'euros. Mesdames, Messieurs, j'invite les autorités politiques administratives coutumières, les partenaires au développement, les professionnels de la santé, les organisations non gouvernementales, les associations et la population tout entière à s'engager résolument dans la lutte contre la tuberculose. Cette lutte est un pilier contre la pauvreté, mais aussi un levier de développement. Je ne terminerai pas mes propos sans remercier les partenaires, en particulier le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, l'Organisation mondiale de la santé, la Fondation Damien, le Fonds commun pour leurs appuis techniques et financiers au plan de développement sanitaire 2011-2015. La suite de ce journal, les habitants du quartier Samba Alkali, situé dans le 1er arrondissement de Niamey, sont en grogne pour cause. Ils dénoncent l'expropriation d'un terrain destiné à la construction d'un foyer féminin. Les explications avec Madame Mahadou Balkissa, habitante du quartier Samba Alkali. Les habitants du quartier Samba Alkali, à la suite d'une assemblée générale tenue au CES du dit quartier, ont recensé tous les espaces publics en vue de les protéger de la voracité de certains opérateurs privés. Quelle fut notre surprise de constater qu'une promotrice privée s'approprie la réserve foncière numéro 107 pour soi-disant construire un complexe scolaire privé qui, selon elle, sera transformé en une ONG, une fondation, une crèche, que sais-je encore. Hélas, la superficie de la réserve ne correspond pas à la norme supérieure pour construire un CSP. Comment une seule personne peut-elle s'approprier d'un bien communautaire alors qu'à notre demande, un dossier de foyer féminin a été ficelé et actuellement dans le circuit des partenaires pour financement? Aujourd'hui, ces espaces sont menacés par des utilisateurs mercantilistes, par des prédateurs de temps moderne. Nous, population du quartier Samba Alkali, s'insurgeons contre l'insurpation frauduleuse de la réserve numéro 107 pour installer une crèche
dont nous n'avons nullement besoin, car le quartier dispose déjà de 3 crèches privées distantes de moins de 500 mètres l'une de l'autre. Notre souhait le plus ardent est de construire un foyer féminin et non seulement alphabétiser nos sœurs rurales, mais leur permettant de produire des activités génératrices de revenus. Nous interpellons leur Excellence, le Président de la République et le Premier ministre, chef du gouvernement, le maire du premier arrondissement de Niamey, les autorités coutumières et s'impliquer sur cette question récurrente d'appropriation des réserves publiques dans les communes de Niamey. Politique à présent, les militants du modèle Mefaloumana de la commune rurale d'Akoubonou dans le département d'Abalak ont rendu public une déclaration d'adhésion au PNDS Tareya. À cette occasion, un meeting a été organisé. Précision avec Asman Amadou et Maman Rabiou Seydou. C'est pour témoigner leur adhésion au parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya que les militants de Lumana de la commune rurale de Akoubonou dans le département d'Abalak ont organisé ce meeting. Après une série d'animations avec les artistes locaux, conformément au respect de leur programme élaboré pour cette cérémonie, les différentes structures de Lumana ont tour à tour pris la parole en langue tamashek pour témoigner leur adhésion au parti Rose. Les militants de Lumana ont rendu public une déclaration commune pour adhérer au PNDS Tareya. Considérant la situation économique, politique et politico-économique de notre pays, caractérisée par la mise en place par le président de la République d'un gouvernement de large ouverture, la volonté affichée de son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou, président de la République, d'unir tous les Nigériens autour des idées de paix, de sécurité, de développement socio-économique et culturel. Les climats de paix et de stabilité observés dans notre pays depuis l'avènement de son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou à la magistrature suprême. En dépit des multiples menaces sécuritaires dans la sous-région, considérant les programmes de la Renaissance du président de la République qui répond aux légitimes attentes de nos populations, de l'initiative 3e et le PDS en sont la parfaite illustration. Déclarons solennellement notre défection du modèle Faloumane Africa à compter de ce jour. Adhérons au PNDS Tareya. Demandons à tous les Nigériens soucieux du devenir de notre pays d'adhérer massivement au PNDS Tareya en vue de soutenir ses nobles idéaux. Adressons les remerciements à la section communale PNDS Tareya d'Akoubonou qui nous a accueillis à bras ouverts, à la coordination départementale PNDS Tareya d'Abalak, dont le président l'honorable député national Yassine Ben Mohamed s'est personnellement investi pour la parfaite réussite de la présente cérémonie. Aux structures régionales et nationales du PNDS Tareya, à tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ont contribué à donner un éclat à cette cérémonie. Apportons notre soutien indéfectible à son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou, président de la République, et le Premier ministre, son Excellence Birji Rafini. Nous exprimons nos félicitations. Soutien à notre camarade Bazoum Mohamed, président du PNDS Tareya, pour son élection à la tête du parti. Juste après la lecture de cette déclaration, Abdul Karim Mohamed, un grand militant de Lumana, de la commune rurale de Akoubonou, et sa base, moteur de cette cérémonie, habillé en boubou du parti Rose, a déjà pris sa carte de membre du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tareya, objectif principal de cette cérémonie. À la fin de cette cérémonie, le président de la section du PNDS Tareya de Akoubonou, le secrétaire général de la fédération du parti Rose de la région de Tawa, le député de la zone Yassine Mohamed et le président des cadres ont tour à tour pris la parole pour accueillir les adhérents en leur souhaitant la chaleureuse bienvenue dans cette formation politique. De ce jour, samedi 22 mars 2014, Abdul Karim Mohamed et sa base ne font plus partie des militants de Lumana. Elle a pris sa carte de membre pour œuvrer au rayonnement du PNDS Tareya.
Retour à Niamey où les habitants du quartier Gamkale ont organisé ce matin une journée de salubrité publique. La population a massivement répondu à l'appel du président du conseil de ville de Niamey. Compte rendu Taïro Amadou et Soumela Dandi. Très tôt ce matin, les habitants du quartier Gamkale se sont mobilisés pour une seule cause: rendre salubre leur quartier autour du président du conseil de ville de Niamey, Hassan Seydou. Une promesse des autorités de la 7e République qui gagne du terrain. Effectivement, suite à un reportage de votre télévision, nous avons décidé, avec les gens de Gamkale, à leur initiative, de venir dégager effectivement les immondices qui sont ici derrière nous. Le gros du travail a été fait ce matin. Il reste à parachever par un bulle que nous allons demander incessamment au garage pour venir pousser le reste dans les ravins et recouvrir de latérite. Je me réjouis qu'effectivement tout Gamkale soit sorti pour aider à cette tâche. Leur ambition, c'est de transformer ce coin en terrain de jeu pour les enfants. Inch'Allah, avant la fin du mois, nous allons faire en sorte que ça le soit. Je ne peux que me réjouir et remercier très sincèrement tous les riverains de cette place pour leur mobilisation, effectivement, pour rendre leur espace de vie plus agréable. Donc nous allons continuer ces sorties dominicales pour essayer d'amener notre contribution à tous les riverains qui prennent l'initiative effectivement de nettoyer leur place. Comme Yantala, Goudel et aujourd'hui Gamkale, les populations doivent accompagner le président du conseil de ville de Niamey dans son programme pour que Niamey soit une capitale digne de ce nom. La communauté d'innovation agroforesterie et changement climatique en partenariat avec Oxfam a organisé hier à l'IPDR de Kolo une journée d'information et de sensibilisation à l'intention de la jeunesse sur le changement climatique et le développement durable. Une manière pour cette structure de contribuer à la sensibilisation du grand public sur les enjeux de l'agroforesterie. Nous retrouvons Moudi Moussa pour le compte-rendu. Agroforesterie pour la sécurité alimentaire et un environnement sain et durable, c'est le thème retenu pour cette journée dite d'information et de sensibilisation de la jeunesse sur le changement climatique et le développement, organisée à l'intention des élèves de l'Institut pratique de développement rural de Kolo. Une initiative de la communauté d'innovation agroforesterie et changement climatique qui a pour but de promouvoir l'agroforesterie comme stratégie d'adaptation au changement climatique dans notre pays. La présente journée de sensibilisation s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action qu'on a élaboré avec donc toutes les structures membres de cette plateforme. La partie intéresse surtout donc, les activités d'information et sensibilisation du grand public en général. Et comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, c'est donc un axe qui a été dégagé aux jeunes. Donc pour s'intéresser donc aux jeunes de l'Institut pratique du développement rural, de IPDR de Kolo. Donc un établissement qui aussi donc, prend part à la formation des cadres du développement. Plusieurs exposés en rapport avec le changement climatique et le développement rural avaient été présentés lors de cette première journée d'information et de sensibilisation sur le changement climatique et le développement durable. Des conférences animées notamment par des membres du groupe d'experts sur le changement climatique. Lors de la rencontre de Copenhague, parce que toutes les rencontres qui se sont passées au niveau international sur le changement climatique, il n'y avait pratiquement pas la jeunesse africaine sur les négociations. Vous avez la jeunesse Asian Youth on Climate Change, vous avez Norwegian Youth. Il y avait vraiment beaucoup de pays qui amènent des jeunes, qui font des campagnes de plaidoyer pour expliquer aux dirigeants, aux décideurs politiques que nous voudrions que vous réduisez votre émission de gaz à effet de serre,
vous le faites pour nous parce que nous sommes l'avenir de demain. Il est important que vous nous léguiez une planète saine. Donc nous exigeons pour notre avenir, d'où le sommet de Rio, la dernière fois, le slogan de Future That We Want, le futur que nous voulons. Donc c'est-à-dire, ça c'est le slogan qui a été imposé par la jeunesse. Ils ont dit que voilà ce que nous voudrions comme slogan. Et c'est ça que la jeunesse prône à toutes les négociations sur le changement climatique. Donc à Copenhague, il y avait quelques jeunes qui étaient partis là-bas. Et ces jeunes Africains-là qui étaient partis ont vu la nécessité de créer un cadre commun pour la jeunesse africaine. Parce que l'Afrique est le continent le plus vulnérable par rapport au changement climatique. Vous, jeunes qui êtes, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on vous laisse? Est-ce que c'est ce que nous avons hérité, je dirais, de nos ancêtres? Ou bien c'est autre chose qu'il faudrait effectivement vous laisser? Donc, il y a tous ces aspects qui amènent justement à se fixer comme défi, à relever. Celui consiste à dire, devons-nous laisser les mêmes quantités physiques des ressources naturelles que nous avons reçues en héritage, comme je l'ai dit, ou devons-nous laisser des potentialités pour des conditions de vie économiques et sociales semblables aux nôtres? Quelques cadeaux symboliques avaient également été remis à 10 élèves de l'IPDR ayant correctement répondu à des questions posées sur le changement climatique et le développement, pour ainsi davantage contribuer à sensibiliser le grand public sur les enjeux de l'agroforesterie et accompagner l'IPDR de Kolo dans cette noble et exaltante tâche. La communauté d'innovation agroforesterie et changement climatique a fait don de matériel de travaux pratiques de tout genre au dit institut. Toujours à Kolo, le guichet de la Caisse d'épargne et de crédit CANI a tenu hier sa deuxième assemblée générale. Objectif, faire le bilan des actions réalisées au cours de l'année 2013 et dégager les perspectives de l'année 2014. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Mariama Soumana, Ibrahim Ide. Faire le point des activités réalisées au cours de l'année 2014 et échanger sur les perspectives de l'année en cours. Voilà, entre autres, les objectifs assignés à cette deuxième assemblée générale ordinaire de la Caisse d'épargne et de crédit CANI, guichet de Kolo. Cette assemblée générale placée sous le thème « La gestion de la performance sociale envers les membres de la SEC CANI » et qui a vu la participation des sociétaires de Kolo et ceux des villages environnants confirme l'engagement des dirigeants de la SEC CANI à faire de celle-ci une institution démocratique basée sur une gestion participative. Mesdames et messieurs, l'année 2013 a permis au guichet de Kolo de se doter d'un comité de suivi des activités du guichet composé de 7 membres élus parmi les sociétaires. Le guichet de Kolo de la SEC CANI a évolué durant l'année écoulée dans un contexte économique caractérisé par la rareté des ressources financières et une quasi-absence de dépôts par les sociétaires. Mais cela n'a pas eu beaucoup d'impact négatif sur nos activités, car nous avons su maintenir à un niveau acceptable. Et c'est le lieu pour moi de réitérer les sincères remerciements de la SEC CANI envers nos adhérents pour leur confiance constante et de les assurer de notre ferme engagement à déployer les efforts nécessaires afin de satisfaire leurs attentes. Le guichet de Kolo de la SEC a clôturé l'exercice 2013 avec près de 600 sociétaires et un encours de crédit en progression de plus de 20% tout en maintenant un portefeuille de qualité. Le directeur général de la SEC CANI a dans son allocution souligné les actions menées par son institution en matière de la gestion de la performance envers ses membres. Il a par ailleurs exhorté le personnel du guichet de Kolo à faire preuve de professionnalisme. Les actions de la SEC CANI en matière de gestion de la performance sociale envers ses membres sont 1. Offrir une gamme complète de produits et services financiers qui soient en mesure de répondre aux besoins financiers de la clientèle. 2. Minimiser les coûts de transaction en temps et en argent. 3. Offrir des services de qualité et de constamment améliorer et ajuster l'offre de produits aux évolutions du marché. Notre institution, avec plus de 13 ans d'expérience, a une dimension nationale et compte actuellement 15 guichets
répartis dans 4 régions de notre pays. Notre vision est d'être un partenaire privilégié de l'économie avec une offre comprenant plusieurs gammes de produits et services. À cet effet, j'engage le personnel du guichet de Kolo de faire preuve en toutes circonstances de professionnalisme et de dévouement au service des adhérents. Au cours de cette assemblée générale, 5 délégués du guichet de Kolo ont été choisis pour assister à l'assemblée générale annuelle de l'instance supérieure. La SECCANI, à travers son guichet de Kolo, continue de s'affirmer comme la seule institution financière qui contribue au développement de la commune urbaine de Kolo. Dans le même registre, les assemblées générales de l'Union des crédits mutuels du Niger se poursuivent. Hier, c'était au tour de l'agence Crédit Mutuel du Petit Marché de tenir son assemblée générale. Le point avec Damana Abdoulaye. Cette cérémonie organisée par la Caisse de crédit mutuel du Niger CMN revêt 2 caractères. D'abord, dans un premier temps, procéder à la présentation du bilan 2013, le rapport des activités et le renouvellement du mandat des élus de l'agence Petit Marché, et de l'autre, adopter les statuts conformément à la loi. Au cours de ces assemblées générales ordinaires et extraordinaires, il a été surtout question pour les agents et les sociétaires de la Caisse d'échanger à bâton rompu sur des thématiques aussi riches que variées, telles que la modification des statuts, la politique globale de crédit et de l'épargne, mais aussi sur les diagnostics relatifs aux difficultés et atouts du CMN. Les AG des actionnaires, ça se fait chaque année à la fin des exercices, à la clôture des exercices. Cette année, donc, nous l'avons faite aujourd'hui. Ça consacre la fin de l'exercice de 2013 et ça permet de présenter les résultats de notre caisse à tous les actionnaires, donc à ces actionnaires. Je peux vous dire que nous avons fait des efforts appréciables. Mais l'objectif essentiel d'une mutuelle, à mon avis, ce n'est pas tant le résultat que la solidarité et l'entraide des membres. Parce que les mutuelles, ils ont cette particularité que les clients sont en même temps propriétaires de leur entreprise. Malgré l'incendie du Petit Marché, la Caisse de crédit mutuel du Niger, agence du marché, n'a pas fléchi dans sa démarche, ce qui lui a valu un résultat fort appréciable. S'agissant de la gouvernance de la Caisse, l'ensemble des activités inscrites en 2012 ont été menées conformément aux exigences à la matière, et cela grâce au dynamisme des agents. L'Assemblée générale est avant tout un acte statutaire, en ce sens que nous devons rendre compte aux sociétaires de la gestion de la caisse. Parce que il est à noter que chaque sociétaire au crédit mutuel est copropriétaire de la caisse, donc il a droit de comprendre le fonctionnement de la caisse. Nous avons l'obligation de les présenter donc les résultats de la caisse, le bilan de la caisse. Il a été aussi question au cours de ces assemblées générales d'élire des membres pour combler les postes vacants tant au niveau du conseil de surveillance qu'au niveau du conseil d'administration. Des résolutions statutaires et électives adoptées à l'unanimité par l'Assemblée générale ont mis fin aux travaux. Le bishop Dr Mike Okonko, président des évêques de Trem à Lagos au Nigeria, est arrivé cet après-midi à Niamey. Au cours de son séjour en terre nigérienne, Bishop Okonko va animer des conférences sur la vie chrétienne. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes là au Niger dans le cadre d'une mission que Dieu nous a personnellement donnée en tant que ministre de Dieu. Apart from presiding over our churches, which are scattered around the world, Dieu nous a donné comme mission de visiter les pays africains et de les impacter avec la parole de Dieu, avec tous les dons que Dieu nous a fait. them with what He has given to us. So I believe that through the revelation that God will share during this conference, these three impacts. Le thème, c'est garder le buisson ardent. C'est le thème de réveil que nous apportons partout où nous allons. C'est pour réveiller l'Église, que le temps n'est pas au sommeil, mais le temps est venu pour prier, pour se lever, pour faire l'œuvre de Dieu. Type of meeting for the
Je vous propose à présent de suivre la réaction du bishop Kinso Borema, président de l'Alliance des missions et églises évangéliques du Niger, relativement à la visite du bishop Mike Okonko du Nigeria. L'évêque Mike Okonko au Niger apportera un temps de rafraîchissement et de renouvellement spirituel. Dans une nation, quand vous avez des hommes qui sont remplis de l'onction de Dieu, quand ils viennent pour apporter un plus spirituellement dans l'atmosphère. Et nous croyons que le pays, la nation entière sera bénie, visitée, et Dieu fera de grandes choses pour réconforter et amener la joie dans les cœurs. Direction d'Osso où Asso EPT a organisé vendredi dernier dans les locaux de l'école normale un atelier à l'intention des maires des différentes communes. Objectif, échanger avec eux afin de voir les potentialités des mairies dans le domaine de l'éducation dans la région. Séniaye pour le compte rendu. Définir les types de contributions que peuvent apporter les municipalités de l'éducation en général au niveau de leurs entités administratives respectives au Niger a été l'objet de cette série de rencontres avec les maires de communes et dont l'étape de Dosso s'était tenue le vendredi dernier dans les locaux de l'école normale des instituteurs de Dosso sous l'initiative de Asso EPT. Ouvrant les travaux après les mots introductifs de M. Alassane Abouakrim, président de Asso EPT Niger, le gouverneur de la région de Dosso a défini certaines causes pour lesquelles il faut nécessairement l'apport des mairies dans le système éducatif. En effet, les pays pauvres du monde et leurs partenaires avaient pris conscience que le développement durable passe nécessairement par une éducation inclusive et de qualité pour tous les enfants du monde, sans aucune discrimination et une alphabétisation des adultes. S'il est vrai que ces États ont accompli des efforts tenant compte de leurs moyens, il n'en demeure pas moins que les engagements auxquels les partenaires du Nord ont souscrit n'ont pas toujours été respectés, entraînant du coup la non-atteinte de résultats escomptés en matière d'éducation. En effet, selon le rapport mondial du suivi de l'EPT 2013-2014, le Niger est classé parmi les 30 pays les plus éloignés des objectifs de l'EPT souscrits en 2000 à Dakar pour les horizons 2015 qui est de 30% dépassé de 30%. Le Niger, conscient de la limite de ses moyens, a consacré dans sa constitution du 25 novembre 2010 en son article 25 l'accompagnement du financement de l'éducation par l'État par la contribution des parents et celle des communautés et des collectivités territoriales. J'ose croire que cet atelier nous permettra d'échanger sur les expériences en la matière en vue de dégager des stratégies pertinentes et corriger les lacunes. Tout au long de la journée, les maires de communes ainsi que des acteurs de l'éducation au niveau de la région de Dosso et les membres de Asso EPT au titre de la région ont échangé afin de réussir des potentiels appuis que peuvent fournir de plus les municipalités. Toujours à Dosso, le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage a organisé une séance de formation à l'intention de 25 jeunes femmes de la commune rurale de Karantchédé. Une formation en teinture batik qui s'est achevée hier. Nous retrouvons Séniaï. Elles étaient 25 jeunes femmes en fin de formation en teinture batik dans la commune rurale de Garankédé ce samedi dernier, organisé par le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage FAPCA. Et après 21 jours de suivi et d'encadrement par une formatrice, ces femmes se disent entièrement prêtes pour exercer ce métier dans la localité, une fois le matériel acquis. Le représentant de l'antenne régionale FAPCA à Dosso a de ce fait témoigné sa satisfaction à l'endroit de celle-ci, tout en leur gratifiant de conseils dans le sens de plus de combativité pour ne plus dépendre financièrement des hommes. À la fin de la cérémonie, des attestations ont été décernées à ces 25 femmes qui, à la foulée, promettent de rester en groupe pour continuer l'activité et ont formulé le vœu de l'acquisition de matériel ainsi que d'autres séances de formation en continu dans le même sens.
Je vous le disais, le salon de coiffure Firdaus Fashion, sous le parrainage du gouverneur de la région de Dosso, organise la première édition Miss Dosso. Objectif, magnifier la beauté féminine, notamment celle sahélienne. Nous retrouvons Seniaï. Dosso n'est pas que la cité des Zermokoy, mais aussi la cité où la beauté féminine a toute sa considération. Cela vient d'ailleurs d'être mis à l'honneur dans la nuit du samedi au dimanche grâce à cette toute première édition de Miss Dosso organisée par le salon de coiffure Firdaus Fashion sous le haut parrainage du gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zataou Ali. Après plusieurs passages devant le public venu nombreux, égayés parallèlement par des compétitions en danse, poèmes et karaoké, Mademoiselle Yasmina Amadou, 51 kg, 18 ans, a été élue Miss Dosso, recevant ainsi une moto royale communément appelée Scouta. Le gouverneur de Dosso, parrain de la science et qui l'a accompagné jusqu'à la fin, n'a pas manqué d'ailleurs d'attirer l'attention des jeunes à la création d'initiatives, telles que l'a souhaité le régime de la 7e République, qui a promis d'ailleurs de les appuyer par l'allocation d'un fonds à cet effet, tel que l'a expliqué Seydou Zataou Ali. Le projet que la Miss vient aujourd'hui de nous dire, c'est un projet salvateur. Et nous lui rassurons qu'elle ne sera pas seule dans ce projet-là et nous allons l'accompagner jusqu'au bout. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement de la République du Niger, tout récemment, est en train d'appuyer la jeunesse dans toutes les régions avec des fonds conséquents. Ici à Dosso, nous avons reçu un montant important pour la jeunesse, rien que pour la jeunesse. Alors nous avons demandé à la jeunesse de se constituer en groupement, en coopérative, et nous sommes prêts à les aider tel que le projet que Miss Dosso 2014 vient de donner et que les autorités de la 7e République vont l'accompagner dans son projet jusqu'au bout. D'autres éditions encore plus alléchantes sont prévues dans les années à venir afin de non seulement glorifier la beauté féminine nigérienne, mais faire aussi revivre la bonne réjouissance de la jeunesse locale. Et puis les habitants de la commune rurale de Sambera dans la région de Dosso ont célébré le retour des transhumants dans leur communauté. Une cérémonie appelée Muntongo qui a vu la participation de certains artistes venus du Bénin et du Nigeria a été organisée. Nous retrouvons Seniaï. Après 4 éditions intercoupées par manque de moyens adéquats, le Hutungo, ou retour des vaches de la transhumance, a été célébré ce samedi à Bangaga, dans la commune rurale de Sambera. Et dans cette localité, située à une centaine de kilomètres de Dosso, non loin de la célèbre île de l'été, le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zataou Ali, a mis à profit ce cadre pour d'abord louer la grandeur et l'importance de l'image de cohésion agriculteurs-éleveurs qu'offre la cérémonie, mais aussi attirer en langue locale l'attention de l'assistance à la persévérance dans la conservation de cette cohésion agriculteurs-éleveurs. Pour témoigner de l'importance qu'accordent les autorités de la 7e République, le gouverneur a rassuré les organisateurs et cette population de la tenue régulière annuaire de Hutungo dans cette zone de la région de Dosso. Car, pour rappel, la zone sud-ouest de la région a été plusieurs fois théâtre de malheureux événements entre agriculteurs et éleveurs. Cette édition de Hutungo 2014 a aussi été témoin de l'envie d'une coexistence pacifique entre ces deux couches sociales indissociables qu'inconditionnelles. Et pour clore ce journal, la direction technique de la Fédération nigérienne de taekwondo a procédé ce matin à la remise des attestations aux élèves maîtres ayant passé le test de passage. Une cérémonie qui a vu la participation du directeur technique national de cette fédération. N'est-ce pas, Moutala Zouverou? Cette cérémonie de remise d'attestation au taekwondoïne de ceinture noire intervient suite à un passage organisé le 23 février dernier par la Fédération nigérienne de taekwondo qui regroupe en son sein la direction technique nationale, à savoir le directeur technique national et son adjoint, ainsi que les grands maîtres des différents clubs de Niamey. Un passage qui a vu aussi
les participants venus de l'intérieur du pays. Une façon pour les organisateurs de rompre avec ce problème qui prévaut au sein de la Fédération nigérienne de taekwondo. C'est le premier passage ouvert de 4e dan. Le premier passage ouvert de 4e dan, parce qu'il y a eu des 4e dan où c'est des personnes qui ont été favorisées, et ces gens, ces grands techniciens ont pris toutes leurs responsabilités pour nous donner la chance de ceinture noire. Si les anciens ou les grands pratiquants, les grands maîtres ont songé à mettre fin à cette injustice que nous avons vécue, moi je ne peux dire que c'est une initiative louable et je leur demande de persévérer dans le même sens. Les récipiendaires pour leur part ne cachent pas leur satisfaction. Je remercie nos maîtres et vraiment aussi nos pères qui sont là à nous regarder encore. Et je remercie nos maîtres qui nous ont aidés à faire ce passage. Je suis heureuse. Eh bien, le passage a été un peu difficile, mais surtout avec les entraînements, on peut dire que pour les autres, ça n'a pas été difficile, mais pour les autres, nous avons remarqué qu'il faut vraiment travailler de plus que ça. Parce que ça a été un peu difficile pour les autres. Mes rêves, c'est d'aller plus loin et je voudrais aller jusqu'au 10e dan, si on peut le dire. Cette fédération qui milite en faveur de l'équité et la transparence se veut un cadre approprié pour combattre les favoritismes et l'inégalité. Il faut noter qu'un championnat est prévu pour les 29 et 30 mars prochains au palais du 29 juillet. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle fin de soirée à tous nos téléspectateurs dans toutes les différentes régions du Niger. À demain pour d'autres informations, toujours sur la télévision Dunia.